Bonsoir. Merci à tous d'être venus ce soir au Foyer Rural pour accueillir la Capella Forestis et se prendre plaisir à entendre Giono et ses musiciens. Plutôt qu'un discours, en fait, j'avais envie de vous lire un petit poème. Donc un petit poème de Jean-Pierre Siméon qui s'intitule « Soyons un chant ». Et à présent, soyons un chant. CHAND. À présent que nous sommes mains nues devant le feu et la bourrasque, quand des rivières bientôt ne resteront que les pierres, soyons un chant par insolence et par audace, comme la chorale des oiseaux fait le diapason obstinément du jour à naître. Soyons un chant sans rémission, bâti dans le roc, d'un souffle commun, haro sur la plainte, pas de tremblement aux lèvres, front haut, voix levée, les yeux dans les yeux du ciel. Soyons le chant d'un cœur unanime, où bat la vague, où roulent les galets, où chante la branche et l'essaim des abeilles. Soyons la voix commune, levée dans le corps du monde, contre la pensée qui tombe sous son fardeau de regret et de ressassement. Soyons un chant qui chante, des pieds jusqu'aux cheveux, qui renoue l'âme au souffle, l'âme humaine à la terre endurante, un chant de vigueur, de pleine poitrine, arbre dans l'hiver qui renonce pas. Que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part et qu'au surplus, elle est laissée sur le monde des marques visibles, on est alors sans risque d'erreur devant un caractère inoubliable. Il y a environ une quarantaine d'années, je faisais de longues courses à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. C'était, au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ces déserts, des landes nues et monotones, vers 1200 à 1300 mètres d'altitude. Il n'y poussait que des lavandes sauvages. Je traversais ce pays dans sa plus grande largeur, et après 3 jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple.
à côté d'un squelette de village abandonné. On n'avait plus d'eau depuis la veille et il me fallait en trouver. Ces maisons agglomérées, quoiqu'en ruine, comme un vieux lit de guêpe, me firent penser qu'il avait dû y avoir là dans le temps une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Les 5 à 6 maisons sans toiture, rongées de vents et de pluie, la petite chapelle au clocher écroulé étaient rangées, comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants, mais toute vie avait disparu. C'était un beau jour de juin, avec un grand soleil, mais sur ces terres sans abri et hautes dans le ciel, le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ces grondements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve, dérangé dans son repas. Il me fallut lever le camp. De là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau. Et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeais vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons, couchés sur la terre brûlante, se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde. Un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie, dans une ondulation du plateau. Il tirait son eau, excellente, d'un trou naturel, très profond, au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu. C'est le fait des solitaires. Mais on le sentait sûr de lui, et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait pas une cabane, mais une vraie maison en pierre, où l'on voyait très bien comment son travail personnel avait rapiécé la ruine qu'il avait trouvée là, à son arrivée. Son toit était solide et étanche. Le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages. Son ménage était en ordre, sa vaisselle lavée, son parquet balayé, son fusil graissé. Sa soupe bouillait sur le feu. Je remarquai alors qu'il était aussi rasé de fringues, que tous ses boutons étaient solidement cousus.
que ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles. Il me fit partager sa soupe. Et comme après, je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux comme lui, était bienveillant, sans bassesse. Il avait été entendu tout de suite que je passerais à Luida. Le village le plus proche était encore à plus d'une journée et demie de marche. Et au surplus, je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région. Il y en a 4 ou 5, dispersés, loin les uns des autres, sur les flancs de ces hauteurs, dans les taillis de chênes blancs, à la toute extrémité des routes carrossables. Ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon de bois. Ce sont des endroits où l'on vit mal. Les familles, serrées les unes contre les autres dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, aussi bien l'été que l'hiver, exaspèrent leur égoïsme en vase clos. L'ambition irraisonnée s'y démesure dans le désir continu de s'échapper de cet endroit. Les hommes vont porter leur charbon à la ville avec leurs camions, puis y retournent. Les plus solides qualités craquent sous cette perpétuelle touche écossaise. Les femmes mijotent des rancœurs. Il y a concurrence surtout, aussi bien pour la vente du charbon que pour le banc à l'église, pour les vertus qui se combattent entre elles, pour les vices qui se combattent entre eux, et pour la mêlée générale des vices et des vertus sans repos. Le vent, également sans repos, irrite les nerfs. Il y a des épidémies de suicide et de nombreux cas de folie, presque toujours meurtrières. Berger, qui ne fumait pas, alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner l'un après l'autre avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Je fumais ma pipe. Je me proposais pour l'aider. Il me dit que c'était son affaire. Et en effet, voyant le soin qu'il mettait à ce travail, je n'insistais pas. Ce fut toute notre conversation. Quand il eut du côté des bons un tas de blancs assez gros, il les compta par paquet de 10. Ce faisant, il éliminait encore les petits fruits, ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort près. Quand il eut ainsi devant lui 100 blancs parfaits, il s'arrêta et nous allâmes nous coucher. La société de cet homme donnait la paix.
Je lui demandai le lendemain la permission de me reposer tout le jour chez lui. Il le trouva tout naturel. Et plus exactement, il me donna l'impression que rien ne pouvait le déranger. Ce repos ne m'était pas absolument obligatoire, mais j'étais intrigué et je voulais en savoir plus. Il fit sortir son troupeau et il le mena à la pâture. Mais, avant de partir, il fit tremper dans un seau d'eau le petit sac dans lequel il avait mis les glands soigneusement choisis et comptés. Je remarquai qu'en guise de bâton, il emportait une tringle de fer, grosse comme le pouce et longue d'environ 1,50 m. Je fis celui qui se repose en se promenant et je suivis une route parallèle à la sienne. La pâture de ces bêtes était dans un fond de combe. Il laissa le petit troupeau à la garde du chien et monta vers l'endroit où je me tenais. J'eus peur qu'il vînt pour me reprocher mon indiscrétion, mais pas du tout. C'était sa route. Et il m'invita à l'accompagner si je n'avais rien de mieux à faire. Il allait à 200 mètres de là, sur la hauteur. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. demandai si la terre lui appartenait. Il me dit que non. Savait-il à qui elle était? Il ne savait pas. Il supposait que c'était une terre communale. Ou peut-être était-elle la propriété de gens qui ne s'en souciaient pas.
Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi sans gland avec un soin extrême. Après le repas de midi, il recommença à trier sa semence. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions, puisqu'il y répondit. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Et il en avait planté 100 000. Sur les 100 000, 20 000 étaient sortis, et sur les 20 000, il comptait encore en perdre la moitié, du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les dessins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cet homme. Il avait visiblement plus de 50 ans. 55, me dit-il. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines. Il y avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils unique, puis sa femme, et il s'était retiré dans la solitude, où il prenait plaisir à vivre lentement avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourrait par manque d'arbres. Et il ajouta que, n'ayant pas d'occupation très importante, il s'était résolu à remédier à cet état de choses. Menant moi-même à ce moment-là, malgré mon jeune âge, une vie solitaire, je savais toucher avec délicatesse aux âmes des solitaires, mais cependant, je commis une faute. Mon jeune âge, précisément, me forçait à imaginer l'avenir en fonction de moi-même et d'une certaine recherche du bonheur. Et je lui dis que dans 30 ans, ces 10 000 chênes seraient magnifiques. Il me répondit très simplement que si Dieu lui prêtait vie dans 30 ans, il en aurait planté tellement d'autres que ces 10 000 seraient comme une goutte d'eau dans la mer. Il étudiait déjà d'ailleurs la reproduction des hêtres. Et il avait derrière sa maison une pépinière issue des faines. Les sujets qu'il avait protégés de ses moutons par une barrière en grillage étaient de toute beauté. Il pensait aussi à des bouleaux pour les fonds où, me dit-il, une certaine humidité dormait à quelques mètres de la surface du sol. Nous nous séparâmes le lendemain. L'année d'après, il y eut la guerre de 14, dans laquelle je fus engagé pendant 5 ans. Un soldat d'infanterie ne pouvait guère y réfléchir à des armes. À dire vrai, la chose même n'avait pas marqué en moi, je l'avais considérée comme un dada, une collection de timbres, et oublié. Sorti de la guerre, je me trouvais à la tête d'une prime de démobilisation minuscule, mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. Et c'est sans idée préconçue, sauf celle-là, que je repris le chemin de ces contrées désertes. Le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, il me semble apercevoir dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs, comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remis à penser à ce berger planteur d'arbres. 10 000 chênes, me disais-je, occupent vraiment un très large espace. J'avais vu mourir trop de monde pendant 5 ans pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéar Bouffier. D'autant que lorsqu'on en a 20, on considère les hommes de 50 comme des vieillards, à qui il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort. Il était même fort vert. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que 4 brebis, mais par contre une centaine de ruches. Il s'était débarrassé de ces moutons qui mettaient en péril ses plantations d'arbres. Il ne s'était pas du tout préoccupé de la guerre.
il avait imperturbablement continué à planter. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privé de parole. Et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait, en 3 tronçons, 11 km de long et 3 km dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi son idée, et les hêtres qui m'arrivaient aux épaules, répandus à perte de vue, en témoignaient. Les chênes étaient drus et avaient passé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs. Quant au dessein de la Providence elle-même, pour détruire l'œuvre créée, il lui faudrait désormais avoir recours au cyclone. De l'époque où je combattais à Verdun. Il leur avait fait occuper tous les fonds où ils soupçonnaient avec juste raison qu'il y avait de l'humidité presque à fleur de terre. Ils étaient tendres comme des adolescents et très décidés. La création avait l'air d'ailleurs de s'opérer en chaîne. Il ne s'en souciait pas. Il poursuivait obstinément sa tâche, très simple. Mais en redescendant par les villages, je vis couler de l'eau dans des ruisseaux qui, de mémoire d'homme, avaient toujours été à sec. C'était la plus formidable opération de réaction qu'il m'ait été donné de voir. Ces ruisseaux secs avaient jadis porté de l'eau, dans des temps très anciens. Certains de ces villages tristes dont j'ai parlé au début de mon récit s'étaient construits sur les emplacements d'anciens villages gallo-romains, dont il restait encore des traces, dans lesquels les archéologues avaient fouillé
Et ils avaient trouvé des hameçons à des endroits où, au XXe siècle, on était obligé d'avoir recours à des citernes pour avoir un peu d'eau. Le vent aussi dispersait certaines graines. Et en même temps que l'eau réapparut, réapparaissaient les saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs, et une certaine raison de vivre. Mais la transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans l'habitude, sans provoquer d'étonnement. Les chasseurs, qui montaient dans les solitudes à la poursuite des lièvres ou des sangliers, avaient bien remarqué le foisonnement des petits arbres. Mais ils l'avaient mis sur le compte des malices naturelles de la terre. C'est pourquoi personne ne touchait à l'œuvre de cet homme. Si on l'avait soupçonné, on l'aurait contrarié. Il était insoupçonnable. Qui aurait pu l'imaginer dans les villages ou dans les administrations, une telle obstination dans la générosité la plus magnifique? À partir de 1920, je ne suis jamais resté plus d'1 an sans rendre visite à Elzéar Bouffier. Et je ne l'ai jamais vu fléchir, ni douter. Et pourtant, Dieu sait si Dieu m'aide lui pousse. Je n'ai pas fait le compte de ses déboires, mais on imagine bien cependant que pour une réussite semblable, il a fallu vaincre l'adversité. Que pour assurer la victoire d'une telle passion, il a fallu lutter avec le désespoir. Il avait, pendant 1 an, planté plus de 10 000 érables. Ils moururent tous. L'an d'après, il abandonna les érables pour reprendre les hêtres qui réussirent encore mieux que les chênes. Pour avoir une idée à peu près exacte de ce caractère exceptionnel, il ne faut pas oublier qu'il s'exerçait dans une solitude totale. Si totale que vers la fin de sa vie, il avait perdu l'habitude de parler. Ou peut-être n'en voyait-il pas la nécessité. En 1933, il reçut la visite d'un garde forestier éberlué. Ce fonctionnaire lui intima l'ordre de ne pas faire de feu dehors, de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt naturelle. C'était la première fois, dit cet homme naïf, qu'on voyait une forêt pousser toute seule. À cette époque, il allait planter des hêtres à 12 km de sa maison. Et pour s'éviter le trajet d'aller-retour, car il avait alors 75 ans, il envisageait de se construire une cabane de pierre sur les lieux mêmes de ses plantations. Ce qu'il fit l'année d'après. En 1935, une véritable délégation administrative vint examiner la forêt naturelle. Il y avait un grand personnage des eaux et forêts, un député, des techniciens, on prononça beaucoup de paroles inutiles, on décida de faire quelque chose, et heureusement, on ne fit rien. Sinon, la seule chose utile, mettre la forêt sous la sauvegarde de l'État, et interdire qu'on vienne y charbonner. Car il était impossible de n'être pas subjugué par la beauté de ces jeunes arbres en pleine santé. Et elle exerça son pouvoir de séduction sur le député lui-même. J'avais un ami parmi les capitaines forestiers, qui était de la délégation, et je lui expliquais le mystère. Un jour de la semaine d'après, nous allâmes tous les deux à la recherche d'Elzéar Bouffier, et nous le trouvâmes, en plein travail, à 20 km de l'endroit où avait eu lieu l'inspection. Ce capitaine forestier n'était pas mon ami pour rien. Il connaissait la valeur des choses. Il sut rester silencieux. J'offris les quelques œufs que j'avais apportés en présent. Nous partageâmes notre casse-croûte en 3. Et quelques heures passèrent dans la contemplation muette du paysage. Le côté d'où nous venions était couvert d'arbres de 6 à 7 mètres de haut. Et je me souvenais de l'aspect du pays en 1913. Le désert. Le travail paisible et régulier, l'air vif des hauteurs, la frugalité.
et surtout la sérénité de l'âme avait donné à ce vieillard une santé presque solennelle. C'était un athlète de Dieu. Je me demandais combien d'hectares il allait encore couvrir d'arbres. Avant de partir, mon ami fit simplement une brève suggestion à propos de certaines essences auxquelles le terrain d'ici paraissait devoir convenir, mais il n'insista pas. Pour la bonne raison, me dit-il après, que ce bonhomme en sait plus que moi. Au bout d'une heure de marche, l'idée ayant fait son chemin en lui, il ajouta « Il en sait beaucoup plus que tout le monde. Il a trouvé un fameux moyen d'être heureux. »
ce capitaine que non seulement la forêt, mais le bonheur de cet homme furent protégés. Il fit nommer 3 gardes forestiers pour cette protection. Et il les terrorisa de telle façon qu'ils restèrent insensibles à tous les pots de vin que les bûcherons pouvaient proposer. L'œuvre ne courut un risque grave que pendant la guerre de 1939. Les automobiles, marchant alors au gazogène, on n'avait jamais assez de bois. Et on commença à faire des coupes dans les chênes de 1910. Mais ces quartiers sont si loin de tout réseau routier que l'entreprise se révéla très mauvaise au point de vue financier. On l'abandonna. Le berger n'avait rien vu. Il était à 30 km de là, continuant paisiblement sa besogne, ignorant la guerre de 39, comme il avait ignoré la guerre de 14. J'ai revu Elzéar Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais donc repris la route du désert. Mais maintenant, malgré le délabrement dans lequel la guerre avait laissé le pays, il y avait un car qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. Et je mis sur ce moyen de transport relativement rapide le fait que je ne reconnaissais plus les lieux de mes premières promenades. Il me semblait que l'itinéraire me faisait passer par des endroits nouveaux. J'eus besoin d'un nom de village pour conclure que j'étais bien, cependant, dans cette région jadis en ruine et désolée. Le car me débarqua à Vergaux. En 1913, ce hameau de 10 à 12 maisons avait 3 habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, vivaient de chasse au piège, à peu près dans l'état physique et moral des hommes de la préhistoire. Les orties dévoraient autour d'eux les maisons abandonnées, leurs conditions étaient sans espoir, il ne s'agissait pour eux que d'attendre la mort. Situation qui ne prédispose guère aux vertus. Tout était changé. L'air lui-même, au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis, soufflait une brise, souple, chargée d'odeur. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs, c'était celui du vent dans les forêts. Enfin, chose plus étonnante, j'entendis le vrai bruit de l'eau. Coulant dans un bassin, je vis qu'on avait fait une fontaine, qu'elle était abondante. Et ce qui me toucha le plus, on avait planté près d'elle un tilleul, qui pouvait déjà avoir dans les 4 ans, déjà gras, symbole incontestable d'une résurrection. Par ailleurs, Vergon portait les traces d'un travail pour l'entreprise duquel l'espoir était nécessaire. L'espoir était donc revenu. On avait déblayé les ruines, abattu les pans de murs délabrés et reconstruit 5 maisons. Le hameau comptait désormais 28 habitants, dont 4 jeunes ménages. Les maisons neuves remplies de frais étaient entourées de jardins potagers où poussaient, mélangés mais alignés, les légumes et les fleurs, les choux et les rosiers, les poireaux et les gueules de loup, les céleris et les anémones. C'était désormais un endroit où l'on avait envie d'habiter. La guerre dont nous sortions à peine n'avait pas permis l'épanouissement complet de la vie mère. Lazare était hors de tout. Sur les flancs abaissés de la montagne, je
Je voyais des petits champs d'orge et de seigle en herbe. Au fond des étroites vallées, quelques prairies verdissaient.
sépare de cette époque pour que tout le pays resplendisse de santé et d'aisance. Sur l'emplacement des ruines que j'avais vues en 1913, s'élèvent maintenant des fermes propres, bien crépies, qui dénotent une vie heureuse et confortable. Les vieilles sources, alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts, se sont remises à couler. On en a canalisé les eaux. À côté de chaque ferme, dans les bosquets d'érables, les bassins des fontaines débordent sur des tapis de menthe fraîche. Les villages se sont reconstruits peu à peu. Une population venue des plaines où la terre se vend chère s'est fixée dans le pays, y apportant de la jeunesse, du mouvement, de l'esprit d'aventure. On rencontre dans les chemins des hommes et des femmes bien nourris, des garçons et des filles qui savent rire et ont repris goût aux fêtes campagnardes. Si on compte l'ancienne population méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur et les nouveaux venus, plus de 10 000 personnes doivent leur bonheur à Elzéar Bouffier. Je réfléchis qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan. Je trouve que malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et de générosité dans l'exercice, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture, qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Elzéar Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Banou.
Francis, Voilà. avec Damien Schultes. Avec Alice Guillet. Et Sven Riondet. Parce qu'il est spécialiste des petits mots. Le fil en aiguille, c'était comme ça, mais voilà. on vous remercie chaleureusement pour votre écoute et vos présences ce soir. C'était très agréable de sentir du nombre et de l'écoute. Ouais, tout simplement. Merci beaucoup à Sophie de nous accueillir ici pour le festival de culture à Buja. Voilà, on découvre la Haute-Corrèze, c'est très agréable. Merci beaucoup à Carlos derrière vous pour la lumière, la technique, la... Merci pour notre décor improvisé. Parce qu'il est... Merci à Mika pour vraiment ces photos. Voilà. On verra où si vous voulez déambuler après pour voir de plus près les photos. Et aussi on peut se retrouver juste là dans quelques instants pour échanger autour des instruments ou alors, le hall. Il y a une petite chose quand même. À la sortie du spectacle, normalement, il y a en vente des CD du spectacle, c'est-à-dire le texte et la musique, la totalité de ce que vous avez entendu. Et voilà, c'est des CD qui nous aideront à financer en partie notre séjour à Avignon prochain, en 25. Tu pars en vacances? Oui. Mais annonce ce que vous allez monter. Et effectivement, la prochaine création qu'on fait avec la Capella Forensis, c'est Le silence de la mer, que vous connaissez peut-être, de Vercors, qui est un texte magnifique aussi, et qui sera, on va dire, monté d'une manière à peu près semblable, c'est-à-dire avec 3 musiciens et moi comme conteur, mais avec une mise en scène un petit peu plus élaborée cette fois. Enfin voilà, on vous réserve la surprise. Si vous avez envie de nous faire revenir, ce sera avec plaisir. On dépend de 2025 qui arrive.